Yo, 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 j'espère que vous allez tous très bien ce beau mardi après-midi, je crois qu'on est mardi. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo sur l'analyse fondamentale et j'avais envie de décortiquer de A à Z en vous donnant un peu un mini cours en fait d'analyse fondamentale sur donc le marché du logement. C'est quelque chose dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne et je trouve que c'est intéressant, même si c'est quelque chose qu'on a tendance à pas trop regarder, surtout quand on fait du forex. Le marché du logement, ou en tout cas les indicateurs relatifs au marché du logement, au marché immobilier, c'est pas vraiment quelque chose qu'on regarde, mais ça n'empêche que c'est quand même des données, des indicateurs qui peuvent être utiles, qui peuvent influencer l'action des prix et même si tu ne vas pas passer des heures à analyser ces rapports-là, ça peut toujours être bien de passer même juste 5 minutes quand une data sort à analyser ces rapports-là. Donc je vous ai préparé une sorte de PowerPoint, enfin un canevas, pour être sûr de ne rien oublier. Donc comme je l'ai dit, la vidéo d'aujourd'hui, ça va vraiment être un peu comme un cours. Mais donc aujourd'hui, les deux indicateurs qu'on va analyser, c'est les mises en chantier et les permis de construire. Donc sur Forex Factory, comme vous le voyez, c'est ce qui sort cet après-midi à 13h30. Donc on a les building permits, donc ça c'est les permis de construire. Donc c'est les permis de construire ici. Et les housing starts, donc ici, ok, c'est les mises en chantier. Désolé si de temps en temps je tousse, je suis encore un peu malade, j'essaie vraiment de garder la vidéo quali, mais voilà. Donc c'est les building permits, c'est les housing starts. Donc c'est ça qu'on va regarder maintenant. Je vais direct attaquer avec le PowerPoint, donc je vais faire ça, ok. Donc pour commencer, il faut savoir qu'une économie ne pourrait pas fonctionner sans marché immobilier. C'est évident, il faut savoir que le marché immobilier, ça constitue environ 5% du PIB, donc c'est pas beaucoup si on compare avec l'activité du secteur manufacturier ou des services, mais disons que le marché immobilier va avoir un impact sur tout le reste de l'économie. En fait, il va être utile pour deux choses. La première, c'est que le marché immobilier va nous donner des signes, des indices sur la santé de l'économie américaine. Forcément, si on est dans une conjoncture économique défavorable, donc si on est dans un environnement économique qui n'est pas bon pour commencer à investir et acheter de l'immobilier, eh bien on va observer un ralentissement, un refroidissement du marché immobilier. Et à l'inverse, si on est dans des conditions économiques prospères, eh bien on va observer un boom du marché immobilier. Donc déjà, ça va nous donner des indices sur la santé de l'économie. Ici, bien évidemment, je parle de l'économie américaine. Donc ça va nous donner un indice sur la santé de l'économie. Et ça va aussi nous permettre de, avec une sorte d'effet de rebond, voir comment les autres secteurs, particulièrement le secteur manufacturier, se portent. Pour vous donner une petite explication, mais j'y reviendrai plus tard, c'est que tu t'en doutes, si on observe beaucoup de mises en chantier, beaucoup de permis de construire sur le marché américain, ça signifie qu'on va construire du coup davantage de logements. Et donc pour construire ces logements, on va avoir besoin de matériaux, de matières premières. Et donc on peut avoir, c'est souvent ce qu'on observe, si on a un boom du marché immobilier, on va avoir tendance à avoir dans les 1, 2, 3 mois qui suivent, voire 6 mois qui suivent, un boom du secteur manufacturier. Alors, bon, je parle de boom, je prends des cas extrêmes, généralement c'est pas des grandes hausses et des grandes baisses, mais disons simplement que si on observe une réaccélération du marché immobilier aux États-Unis, on va observer une réaccélération, un rebond du secteur manufacturier, par exemple selon l'indice ISM, donc le PMI, ça vous le connaissez déjà, j'en ai déjà bien parlé sur ma chaîne. Mais bref, donc ça, c'est déjà important à comprendre. C'est ce que j'ai expliqué en introduction en fait. C'est pas parce que le marché de l'immobilier ne constitue que 5% du PIB qu'il ne faut pas le regarder, parce que son impact sur l'économie est énorme. Donc, ça, je viens de l'expliquer. Donc le marché immobilier est le premier à s'effondrer quand l'économie entre en récession, et ça va aussi dans l'autre sens. Quand l'économie est dans une belle phase d'expansion, le marché immobilier est le premier à se redresser, puisque les gens attendent justement qu'on soit dans un environnement de taux d'intérêt bas, qu'il y ait une assez bonne sécurité de l'emploi, que l'activité de façon générale semble s'éclaircir, si je peux dire ça comme ça. Et donc à ce moment-là, les gens vont refaire des crédits pour de l'immobilier et acheter des maisons, c'est le bon moment. Mais donc ça va dans les deux sens, à la fois pour une récession, à la fois pour une phase d'expansion. Alors on a deux facteurs qui vont vraiment influencer énormément le marché du logement aux États-Unis, ça va être les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt, vous savez ce que c'est maintenant, donc les taux de la Fed, et le revenu personnel disponible. Donc pourquoi disponible? C'est que autant tu as ton revenu, mais il faut l'ajuster par rapport à l'inflation. Et donc quand on observe par exemple une croissance du revenu, je ne sais pas moi, de 4% sur un an, si maintenant il y a une inflation de 2% dans l'économie sur un an, en réalité ton revenu a véritablement augmenté que de 2%, parce que l'inflation va renier un peu tes gains salariaux. Mais donc ton revenu personnel disponible, ça va être un facteur forcément influençant les ventes de logements. Si le revenu, imaginons, diminue, bon ça n'arrive pratiquement jamais, mais si le revenu diminue, les gens ne vont pas envisager d'acheter une maison. Si maintenant ton revenu augmente et qu'il y a une sorte d'effet de richesse, les gens se sentent plus riches parce qu'ils ont eu des augmentations de salaire, eh bien ça va influencer les ventes de logements et forcément les mises en chantier, puisque s'il y a plus de ventes de logements, on va construire plus, donc il y aura plus de mises en chantier. Et pour ce qui est des taux d'intérêt,
C'est un peu plus complexe, mais du coup, je vais l'expliquer ici. Donc, les taux d'intérêt, actuellement, il faut savoir qu'on est dans un environnement de taux d'intérêt élevé. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que, d'ailleurs, demain, il y a la décision de politique monétaire de la Fed. Fed qui, du coup, va probablement maintenir ses taux d'intérêt inchangés. Pour l'instant, ils sont dans une fourchette de 5,25 à 5,5%. Et donc, à titre de référence, ce sont des taux d'intérêt élevés. On est à des plus hauts pratiquement jamais observés, donc retenez ça. Étant donné que les taux d'intérêt sont élevés, ça va freiner la demande dans tout un tas de secteurs de l'économie parce que le coût du crédit, donc le coût de l'emprunt pour emprunter de l'argent est plus élevé. Forcément, quand tu veux emprunter de l'argent, tu vas payer un intérêt sur ton emprunt et cet intérêt actuellement est élevé étant donné que les taux d'intérêt directeurs, ceux qui sont déterminés par la Banque centrale américaine, sont élevés. Donc, avec des taux d'intérêt élevés, ce qui va se passer par un peu un effet boule de neige, c'est que les taux hypothécaires, donc les taux d'emprunt pour acheter une maison, un logement, etc., vont être élevés. Donc pour vous donner une valeur de référence, j'avais ouvert ici la page, donc ça c'est un site qui s'appelle Trading Economics, sur lequel tu peux retrouver pas mal d'indicateurs pour te montrer comment les trouver. Donc quand tu vas sur Trading Economics, tu arriveras là-dessus, tu vas sur les trois petites barres ici, tu descends dans Indicators, tu vas dans More Indicators, et alors ici tu peux retrouver tous les indicateurs sur l'économie. Après, le plus simple, c'est juste de chercher dans la barre de recherche directement ce que tu veux. Et donc ici, ce qu'on veut regarder, donc c'est le taux d'intérêt, donc c'est le Mortgage Rate pour les États-Unis, et on va prendre celui à 30 ans. Donc tu es sûrement pas sans savoir que quand tu veux emprunter une maison, généralement tu fais quand tu veux acheter une maison, généralement tu fais un crédit, donc tu empruntes de l'argent et tu peux emprunter sur 15 ans, 20 ans, 30 ans. Bon, il y a différentes formes de crédit, mais le taux hypothécaire le plus connu, c'est sur 30 ans. Ça veut dire que les gens, quand ils vont faire un crédit pour acheter une maison, généralement ils vont étaler le remboursement du crédit avec paiement des intérêts sur 30 années de vie. Donc on va regarder le taux d'intérêt aux États-Unis sur 30 ans pour le taux hypothécaire, et on voit qu'il est quand même à des niveaux très élevés. Donc depuis février, donc on avait eu des plus hauts, et même je crois qu'avant, si je prends sur un an, oui voilà, il était encore plus élevé en octobre, mais on voit qu'on reste quand même à des niveaux assez élevés, donc au mois de février-mars, donc c'est mis à jour chaque semaine. Donc on voit qu'on est sur entre 6 et 7%, même plutôt sur la fourchette haute, donc on est à 6,8% actuellement, donc il y a 2 semaines. Donc en moyenne, les taux hypothécaires enregistrés aux États-Unis étaient à 6,8%, c'est énorme. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en taux hypothécaire, 6,8% c'est énorme. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec des taux hypothécaires aussi élevés, ça veut dire que quand tu vas emprunter une maison, tu vas devoir payer 6,8. Donc si maintenant tu vas faire un crédit à la banque pour rembourser sur 30 ans un emprunt pour une maison, tu vas devoir payer 6,8% de taux d'intérêt. Donc c'est énorme, oui, parce que ton taux d'intérêt ne va pas changer. Et généralement, il n'est pas ajustable, enfin il ne varie pas. Disons que c'est à la signature de ton contrat, c'est le taux que tu vas avoir sur les 30 ans. Mais donc 6,8%, c'est énorme. Je vais reprendre ma présentation. Tchac, tchac, tchac. 6,8% c'est énorme, et donc ça fait baisser la demande de maisons, et donc forcément les mises en chantier, c'est logique, puisque du coup les gens demandent moins de maisons, ils sont moins intéressés d'acheter une maison en ce moment dans l'environnement de taux élevé, et donc ça fait baisser les mises en chantier. Alors, ça c'est ce que j'ai expliqué juste avant, mais donc j'aimerais juste mettre un mot là-dessus. En fait, quand j'ai dit que les changements, par exemple dans le rythme de construction de logements, donc si on a plus de logements qui sont construits, ou moins de logements qui sont construits, et que ça va influencer du coup de nombreuses industries comme l'industrie manufacturière, en fait ça s'appelle l'effet de multiplication. Donc parce que la santé du marché de l'immobilier va être bonne par exemple, la santé du secteur manufacturier généralement va être bonne, parce que du coup on va construire plus de maisons, etc. Les chantiers vont être actifs. Et donc voilà, comme ça vous avez le mot, c'est ce qu'on appelle l'effet de multiplication. Je continue. Donc, maintenant pour entrer dans le vif du sujet, donc là vous avez un peu une mise en contexte de le marché du logement, le marché de l'immobilier aux États-Unis, comment ça fonctionne. Maintenant on va particulièrement se pencher du coup sur les indicateurs qui vont nous intéresser pour évaluer la santé de ce marché. Donc le rapport qu'on va regarder, ça s'appelle le New Residential Construction Report, donc en français c'est le rapport sur les nouvelles constructions résidentielles. Donc ce rapport, vous pouvez le retrouver sur Forex Factory. En réalité, ici, ils ont déjà mis les 2 indicateurs du rapport. Donc ce sont des indicateurs qu'on trouve dans le rapport. Mais quand vous allez cliquer sur la petite fenêtre ici, vous allez aller sur Latest Release. Donc c'est la dernière publication en date. Vous allez tomber donc ici sur l'enquête sur les permis de construire. Mais ce qui nous intéresse, donc ce n'est pas celle-là. Ce sont les Housing Starts. Donc c'est les mises en chantier. Et donc si vous cliquez ici, donc sur le Latest Release de Housing Starts, vous allez tomber sur le fameux rapport que je viens de vous présenter, donc le New Residential Construction et du coup Report. Donc vous cliquez là. Alors, je vous avoue, comme c'est un peu fastidieux, je vais pas commencer à m'attarder, donc si je vous montre la publication, je vais pas commencer à m'attarder sur les tableaux, etc. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui le regardent, et honnêtement, moi-même, je le regarde pas. Je vais juste regarder les chiffres clés qui sont du coup repris dans ces 2 tableaux, parce que, comme je vous l'ai dit,
autant le marché du logement, il ne faut pas complètement l'ignorer, mais c'est pas non plus nécessaire de rentrer dans les détails du rapport, comme si maintenant tu voulais analyser un rapport d'inflation, un rapport du PIB. Non, ici c'est pas nécessaire de rentrer dans les détails, mais donc juste, voilà, retenez que pour accéder au rapport, vous allez là-dessus et vous tombez sur ce rapport. Donc dessus, vous avez les deux indicateurs qui nous intéressent, donc c'est les building permits, donc les permis de construire, et les mises en chantier, donc les débuts de chantier de logement, les housing starts, les démarrages de maisons, si on veut le dire, c'est comme ça. Et vous avez un nombre du coup, qui est du coup un nombre mensuel, donc au mois de janvier, il y avait X millions de mises en chantier, il y avait X millions de permis de construire. Donc, je vais reprendre ça pour ne pas perdre le fil. Donc, dans ce rapport, donc, je l'ai appelé le NRC, bon, c'est le New Residential Construction Report, mais pour simplifier, je vais dire NRC. Donc, dans le NRC, on retrouve deux indicateurs clés, je vous l'ai dit, les mises en chantier et les permis de construire, ok. Si on suit, et ça, c'est logique, mais c'est important de le comprendre, si on suit l'évolution des permis de construire, on peut anticiper l'activité future de la construction de logements. Pourquoi ? Bien, forcément, si le nombre de permis de construire augmente, ça sous-entend que de plus en plus de personnes ont demandé à avoir un permis de construire, donc ça peut être des chefs de chantier, etc., des architectes et autres. Ils ont demandé un permis de construire, c'est qu'ils envisagent de construire, logiquement. Donc souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on a un bond dans les permis de construire. Quelques mois après, on va avoir une hausse de l'activité de construction, on va avoir une hausse des mises en chantier, du coup. Donc la mise en chantier, c'est vraiment quand le chantier démarre. Et donc souvent les deux sont corrélés, peut-être pas d'un mois sur l'autre, parce que le secteur immobilier peut être assez volatile aux États-Unis, mais sur une moyenne de 3-4 mois, on va souvent observer une corrélation positive entre les deux. Donc, ah oui, ça c'est une mini parenthèse, les permis de construire, donc ce qu'on appelle les building permits, voilà pour ceux qui préfèrent travailler en anglais, constituent l'une des 10 composantes du LEI. Donc le LEI c'est le Leading Economic Indicator ou un index, je sais plus, qui est fait par le Conference Board. Donc c'est juste un indicateur qui mesure la santé générale de l'économie aux États-Unis. Il faut savoir que c'est un indicateur qui est constitué de 10 indicateurs sous-jacents et donc les permis de construire constituent l'une de ces 10 composantes qui va permettre du coup de pondérer après un indice global qui va nous donner la santé globale de l'économie. Mais donc c'est pour vous dire que quand même si ce rapport-là paraît pas très important, en réalité il est quand même important parce qu'il nous donne l'état de santé générale de l'économie. Bon, c'est une parenthèse pour ceux qui sont intéressés par ça. Donc ça je l'ai dit, la construction de logements peut être très volatile, surtout en période hivernale. Forcément, du coup en période hivernale on a tendance à fermer les chantiers et donc du coup il y a plus, en tout cas il y a moins d'activité de construction, mais pas parce que l'économie ralentit nécessairement, simplement parce que on ne peut pas faire travailler les ouvriers dans des conditions hivernales extrêmes, surtout aux États-Unis. C'est pas comme chez nous où on a des hivers doux. Là-bas quand c'est l'hiver, il y a certaines régions où tu as des températures négatives qui tabassent. donc voilà. Et donc il est préférable d'observer une moyenne à 3-4 mois pour les deux indices, que ce soit les permis de construire ou allez, j'oublie à chaque fois le nom. Les permis de construire ou les mises en chantier, voilà. Donc je continue. Les mises en chantier sont un outil de prédiction de l'activité économique future très efficace, donc c'est tout comme les permis de construire. Hein. Les mises en chantier, disons qu'on va avoir d'autres indicateurs, bon j'en parle pas dans la vidéo ici, mais donc tu vas par exemple avoir le nombre de ventes de logements, sur le mois précédent aux États-Unis, des trucs comme ça. Souvent, si tu observes une hausse des mises en chantier, dans les mois à venir, tu vas observer une hausse des ventes de nouveaux logements, j'insiste sur le nouveau. Donc souvent les deux sont corrélés, donc c'est un outil de prédiction de l'activité économique future très efficace. Pour vous donner une valeur de référence, quand on est autour de 1,5 à 2 millions de mises en chantier, donc je vais vous le montrer ici, donc c'est Housing Starts. Donc quand on est autour de 1,5 à 2 millions, oui du coup j'ai pas mis la référence, mais c'est un marché du logement, un marché de l'immobilier relativement sain, ou en tout cas un marché de la construction de logements relativement sain aux États-Unis. Et vous le voyez d'ailleurs, on peut regarder ici avec le graphique, que dernièrement, je vais enlever les forecasts, dernièrement la barre des 1,5 elle est ici, donc c'est ma ligne horizontale verte. Vous voyez que depuis fin 2022, fin 2022, on est passé sous 1,5. Donc ça veut dire qu'on observe un ralentissement du marché, du secteur de la construction de logements aux États-Unis. Alors on n'est pas non plus en dessous de 1. Si on est en dessous de 1, ça veut dire que là il y a vraiment des raisons de s'inquiéter énormément, comme après par exemple la crise de 2008, vous le voyez ici, on en est resté sous le niveau 1 pendant 4, même plus en fait, on pourrait même dire 6 ans. Donc là, il y a des raisons véritablement de s'inquiéter. Donc on n'est pas non plus dans une giga récession du secteur de la construction de logements aux États-Unis, mais on observe quand même que par rapport au plus haut qu'on avait ici et qui tournait autour de 1,60, 1,75, maintenant on est en dessous d'1,5, donc on est entre 1,25 et 1,5. Si on observe d'ailleurs, mais j'y reviendrai après sur l'application en elle-même, si on observe un ralentissement
à nouveau du coup du marché du logement par les mises en chantier et les permis de construire, ça nous signalerait simplement une continuation de cette tendance. Alors, à la limite, on pourrait même, avec Forex Factory, on ne sait pas le faire, mais faire une moyenne à 3 mois et on verrait clairement du coup une tendance à la baisse qui se poursuivrait. Donc, on arrive bientôt à la fin en soi. Donc on va continuer. Bam. Valeur de référence, donc ça je vous ai dit. Donc maintenant on va regarder... voilà, tout ce que je viens de vous dire, c'est très bien, c'est très théorique, etc. Mais concrètement, en tant que trader, qu'est-ce que tu en fais de cette information ? Qu'est-ce que ça change à ton trading ? Où est-ce que va aller le prix, etc. Donc là, je vous ai mis un petit extrait de ce que j'ai noté dans ma prévision économique de ce matin. Donc j'ai noté, côté indicateur, les investisseurs prendront connaissance des mises en chantier de logements aux États-Unis, donc c'est à 13h30, ça vous le savez. Et donc là, j'ai mélangé un peu de la géopolitique, et de la politique même, tout simplement, et du fondamental. Donc j'ai écrit que les démocrates commencent à faire pression sur la Fed en raison du blocage du marché du logement. Donc les démocrates, vous vous en doutez, c'est les politiciens aux États-Unis. Quand on dit qu'ils commencent à faire pression sur la Fed en raison du blocage du marché du logement, ça veut dire que les démocrates, par définition, sont censés être là pour le peuple. Bon, je dis par définition, entre guillemets, mais bref, c'est un autre débat. Ils sont censés être là pour le peuple. Donc, ils ne sont pas contents lorsqu'ils observent un ralentissement substantiel du marché du logement, parce qu'ils veulent que tout le monde puisse avoir accès à des logements, que ce soit à des taux pas trop élevés, etc. Et ce que les politiciens constatent actuellement, c'est que l'environnement de taux d'intérêt élevé, qui est directement lié aux décisions de la Fed, pèse sur les ménages qui ont du mal du coup à se loger. Donc il y a véritablement un blocage du marché du logement. Bon, ça demanderait une vidéo bien plus longue, et ça demanderait même une autre vidéo du coup d'expliquer tout ce qu'on appelle le blocage du marché du logement aux États-Unis. Mais dites-vous simplement, avec ce que je vous ai expliqué tantôt, que le marché du logement, les mises en chantier, le secteur de la construction, etc., ralentit aux États-Unis, et ce n'est pas nécessairement positif. On n'est pas dans une conjoncture économique favorable, ok ? Et donc les démocrates, ok, même si quelque part c'est interdit, ce qui est interdit en fait, c'est que la Banque centrale américaine prenne des décisions basées sur ce que le Congrès ou le Sénat lui a demandé. Ça veut dire que c'est interdit, c'est illégal que la Fed soit influencée, même si, elle l'est sûrement, mais c'est illégal que la Fed soit influencée par des politiciens. On souhaite, en tout cas les États-Unis souhaitent que la Réserve fédérale soit vraiment une institution indépendante, même si elle dépend du gouvernement, mais indépendante, pour pas que ces décisions soient biaisées par des raisons politiques. Et qu'elle fasse vraiment son job de politique monétaire. Il y a un boulot à faire, il y a un double mandat, et elle doit le respecter, peu importe les considérations politiques. Surtout que maintenant, il y a tous des débats un peu qui... c'est un mini parenthèse, mais c'est intéressant que vous vous intéressiez à ça, si vous faites du trading, même si c'est pas directement lié au trading, mais en tant que trader, vous êtes aussi quelque part économiste, et bref. En ce moment, il y a pas mal de débats avec les élections présidentielles aux États-Unis qui arrivent pour novembre, et du coup, il y a Trump et il y a Biden. Et il y a cette question de la place de la politique monétaire et l'influence que certains futurs présidents, du coup, peuvent avoir sur Jérôme Powell dans ses décisions de politique monétaire. Puisque du coup, certains, par exemple, pour favoriser leurs élections, pourraient inciter Powell à vouloir réduire les taux. Comme ça, ils diront « Ah, mais regardez, sous mon mandat, donc sous ma présidence, on avait une économie qui était saine, etc. parce que j'ai forcé un peu là. » Enfin bref, c'est un autre débat, mais si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner. Il y a plein d'articles d'actualité là-dessus, sur du coup le lien entre la politique et la politique monétaire. Mais bref, donc, pour revenir à où on en était, donc ce fameux blocage du marché du logement, donc ce qu'on appelle faire pression sur la Fed, en fait, donc quand les politiciens font pression sur la Fed, ça veut dire pousser la Fed, donc là, ou Jérôme Powell, à réduire les taux plus vite. Parce que les démocrates lui disent, écoute Coco, le marché du logement il va pas bien, c'est à cause des taux d'intérêt élevés, donc diminue les taux d'intérêt pour relancer l'économie. Et du coup, ça est à leur avantage d'un point de vue politique d'ailleurs. Donc ça met une pression dovish sur la Fed. Bien évidemment, comme je vous l'ai expliqué avec cette parenthèse, quelque part c'est un peu illégal, en tout cas c'est mal vu. Normalement, il n'y a pas de débat à ça. Ok, ils peuvent faire autant pression sur la Fed qu'ils veulent, la Fed ne fera rien. Mais le monde politique et économique est bien plus complexe que ça. Et quelque part, si les politiciens font pression sur la Fed pour qu'elle réduise les taux, et on l'a déjà vu, parce que du coup, il y a quelques semaines, on avait du coup Powell qui a dû témoigner devant le Sénat et le Congrès, et donc quelque part, ça lui met un peu la pression, justement, de faire ce que les politiciens aimeraient qu'il fasse, même si ça va à l'encontre de son boulot, qui est de ramener l'inflation à 2% dans l'économie, et qui n'est toujours pas atteint, mais bref. Il peut pas non plus complètement nier le fait que le marché du logement ralentit aux États-Unis. Okay, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, je l'ai expliqué avec les taux. Donc en effet,
personne ne veut déménager et perdre un taux hypothécaire de 3%. Je vous ai dit que le taux que tu as, c'est quand tu es à la signature du contrat, quand tu fais ton crédit pour ta maison. Les taux actuels, vous avez vu, ils sont à 6,8% pour le taux à 30, pour l'emprunt à 30 ans. Donc imagine que tu as une maison, tu veux la revendre, machin, et déménager. Tu vas échanger ton taux hyper bas que tu avais à 3%, peut-être même moins pour certains, contre un taux à 6,8-7%, c'est énorme, mais c'est pas un bon deal, honnêtement, c'est pas un bon deal, parce que tu vas te retrouver à payer du 7% pendant 30 ans de ta vie, enfin non, tu te fais voler, quoi. Donc du coup, il y a très peu de personnes qui veulent déménager, et donc c'est pour ça aussi que le marché du logement aux États-Unis devient atone, il devient littéralement, bon pas mort, mais il ralentit fortement, parce que les gens sont, voilà, même si les gens n'ont pas de notion d'économie et de finance, etc., tout le monde saurait voir que échanger du 3% contre le double, c'est pas intéressant. Mais donc, ça, c'est une raison. Et donc, maintenant, pour en venir à la donnée en elle-même, une baisse des mises en chantier, c'est là que c'est vraiment important de comprendre. Ah oui, je vais juste vous mettre, voilà, taux hypothécaire de 3%, donc c'est fait par rapport au 6-7% actuel. Mais donc, et c'est là vraiment l'impact que ça va avoir sur les marchés, c'est qu'une baisse des mises en chantier pourrait s'avérer légèrement négative pour le dollar. Alors encore une fois, c'est pas une data, vous le voyez, hein, sur Forex Factory, c'est un petit truc en orange et en jaune, c'est pas une donnée hyper influente sur le price action, mais c'est quand même important d'en tenir compte. Si vous faites un rapport, une analyse sous un rapport global, macro-global, c'est quand même important d'en tenir compte, même si bien évidemment l'impact sur les prix ne va pas être aussi élevé qu'un rapport d'inflation ou un rapport de politique monétaire, etc. Mais donc, ce qui est intéressant dans cette vidéo, et c'est vraiment ça, tout le travail que j'essaie de faire ici, c'est vraiment ça, ce à quoi j'aimerais que vous arriviez, c'est de pouvoir comprendre cette simple phrase qui est une baisse des mises en chantier pourrait donc s'avérer légèrement négative pour le dollar. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est dans l'espoir que vous compreniez du coup pourquoi une baisse des mises en chantier serait négative pour le dollar. Donc, pourquoi est-ce que ce serait négatif pour le dollar ? Bien, normalement, avec tout ce que je vous ai expliqué, vous devriez le comprendre de vous-même, mais je vais quand même le réexpliquer pour être sûr. Donc une baisse des mises en chantier signalerait quoi ? Un ralentissement continu du marché immobilier aux États-Unis. Je vous l'ai dit, avec la fourchette 1,5 à 2 millions, on reste en dessous d'1,5. Et si en plus on est en dessous du chiffre du mois précédent, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, c'est une baisse continue du marché immobilier aux États-Unis, du marché du logement en tout cas, de la construction de logements. Ça inciterait les démocrates à faire davantage pression sur la Fed pour qu'elle réduise les taux. Mais c'est pas tant ça en soi qui est important, parce que je vous ai dit que normalement il y a un mur, il y a une cloison entre la politique et la politique monétaire, donc en théorie les démocrates ne peuvent pas faire pression sur la Fed. Mais même au niveau de la Fed, viendra un moment où la Fed devra reconnaître que l'économie ralentit, que le marché du travail ralentit, que l'activité ralentit, on l'a déjà vu avec les PMI dernièrement, et que le marché de l'immobilier ralentit. Et le marché de l'immobilier, même si c'est que 5% du PIB, ça touche tout le monde a besoin de se loger, tout le monde a besoin d'un toit. Donc viendra un moment où la Fed devra un peu... comment on dit, faire pas un compromis, mais peser le pour et le contre entre, ok, est-ce que l'inflation est suffisamment basse, mais en même temps, j'ai pas envie de pousser l'économie dans une grosse crise, une grosse récession pour ramener l'inflation. Donc il faut peser le pour et le contre, et garder les taux suffisamment élevés et pendant suffisamment longtemps, sans pour autant nuire inutilement à l'économie, à l'activité économique, au marché du travail et au marché de l'immobilier. Parce que le risque ici, en fait, en maintenant les taux à des niveaux élevés pendant une période prolongée, c'est que le marché du logement, le marché de la construction, aux États-Unis, il en pâtit davantage. On voit qu'il est déjà en train de ralentir, mais il risque de ralentir encore. Et quand on va se rapprocher, imaginons, de 1,2 ou 1,3 million, c'est déjà faible, on est proche de 1 million. C'est peut-être que ça va signaler, enfin ça va faire sonner une petite alarme dans la tête des responsables de la Fed. Et bien évidemment, il n'y a pas que cette composante-là, il n'y a pas que le logement, c'est pas le logement ralentit, donc on diminue les taux. Non, mais c'est un facteur à prendre en compte, et c'est un facteur que les responsables de la Fed prennent en compte lorsqu'ils prennent leurs décisions de politique monétaire. Mais donc, en gros, si les mises en chantier ralentissent, le signal que ça nous envoie, mais encore une fois, il ne faut pas regarder d'un mois sur l'autre, il faut plutôt regarder une moyenne à 3 à 4 mois. Si les mises en chantier ralentissent, ça sous-entend du coup un ralentissement des ventes de nouveaux logements, du secteur de la construction, et donc forcément du secteur manufacturier, parce qu'on a besoin du secteur manufacturier pour construire des maisons, et de façon générale du marché du logement aux États-Unis. Si on a une continuité du ralentissement du marché du logement aux États-Unis, ça signale que les taux de la Fed ont un effet sur l'économie. Les taux élevés, on l'a déjà vu, ont un effet sur les taux hypothécaires, et bon, ça ralentit cette fameuse économie. Et
Là où pour l'instant, ça c'est une mini parenthèse de politique monétaire, pour l'instant les taux sont à 5,25, 5,50% et les investisseurs anticipent à peu près à 50-60% une baisse des taux en juin. Peut-être que ça va renforcer les paris pour une baisse des taux en juin, parce que pour l'instant les investisseurs hésitent un peu entre juin et juillet. Ils se disent, ok, peut-être que la Réserve fédérale diminuera ses taux d'intérêt en juin ou en juillet. Mais si maintenant on observe toujours ce ralentissement, voire même une petite crise au niveau du secteur du logement, du marché plutôt du logement aux États-Unis, ça pourrait pousser les investisseurs à renforcer leurs paris pour une baisse en juin. Et on retrouverait du 60, 70, peut-être même 80% de probabilité pour une baisse des taux au mois de juin. Ce qui serait du coup dovish pour le dollar, donc qui ferait baisser le dollar. Okay, et ça, c'est un peu tout le raisonnement que vous devez avoir. Je pense que je peux m'arrêter là avec le Canva, mais j'aimerais terminer par une remarque. En fait, l'exercice que je viens de faire ici, honnêtement, c'est chouette si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, mais le marché du logement, on s'en fout. Bon, j'ai pas envie non plus de te décevoir et de « Oh merde, je viens de perdre mon temps à regarder cette vidéo ». Mais ce que je veux dire par là, c'est que le but ici, c'est pas de savoir analyser en profondeur chaque petit détail de chaque rapport, etc. Mais c'est d'avoir une compréhension de l'économie globale, de comment les choses sont interconnectées, comment la politique va influencer la politique monétaire, comment certaines données, certains secteurs de l'économie vont influencer les décisions de politique monétaire, et en comprenant ça, aussi comprendre les anticipations des investisseurs, des marchés, comprendre ce que les investisseurs vont se dire quand ils vont voir les données. Si maintenant, imaginons, je prends les chiffres sous les yeux, vous ne les voyez pas, mais imaginons, voilà, pour les mises en chantier, on s'attend à un résultat de 1,43 million. Imaginons qu'on ait une surprise à la baisse et qu'on ait 1,3 million. Donc ce serait non seulement plus faible que le mois précédent, et ce serait pratiquement un plus bas de 3 ans, 3-4 ans. Okay, donc c'est le plus bas niveau en 3-4 ans, pratiquement. Mais ça envoie un signal clair de « Eh oh, il se passe un truc sur le marché du logement aux États-Unis ». Donc à partir du moment où les investisseurs et les décideurs politiques voient ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Peut-être que réduire les taux en juin, juillet, c'est trop tard. Ou j'insiste même plutôt sur juillet. Juillet, ce serait trop tard. On ne peut pas baisser les taux en juillet. On aura eu un effondrement de l'immobilier d'ici là. Donc il faudrait à ce moment-là réduire les taux d'intérêt en juin, peut-être même plus tôt, peut-être en mai, qui sait. Si on observe une détérioration de la conjoncture aux États-Unis rapidement sur les mois qui arrivent, peut-être qu'une baisse en mai serait envisageable. Mais pour l'instant, on opte plutôt pour juin. Mais donc, voilà, en fait, c'est le but ici avec cette vidéo, c'est vraiment que tu arrives par toi-même à avoir ce raisonnement, cette réflexion et de pouvoir ensuite tirer des conclusions qui vont t'amener à prendre des décisions. Le but ici, bien sûr, c'est pas ce genre de data qui va te donner un point d'entrée ou un point de sortie sur les marchés, mais par contre, c'est ce genre de réflexion qui va te permettre d'avoir une direction. Si, avec tout ce que je viens de te raconter là, par exemple, tu pourrais te dire, tiens, pour l'instant, le dollar est relativement bullish, il est relativement haussier, vu qu'on a la décision de politique monétaire de la Fed qui risque de présenter un risque hawkish, et donc du coup un risque bullish pour le dollar. Mais si maintenant, maintenant il faut aussi que tu prennes en compte que ces mises en chantier, enfin ce rapport sur les nouvelles résidences, présente une légère impulsion dovish. Alors c'est pas le rapport qui va tout faire casser, mais disons qu'un rapport par-ci, un rapport par-là, tu les mets ensemble et tu as une économie qui ralentit. Et c'est ça que tu dois voir, c'est comme ça que tu dois voir les choses. Et c'est important de ne pas se perdre dans toutes ces données non plus. C'est pas parce que tu vas voir les mises en chantier qui ralentissent significativement, si c'est le cas, qu'il faut se dire « Oh mon Dieu, c'est bon, je short le dollar ». Non, mets les choses en perspective. C'est qu'une pièce du puzzle. Et une fois que tu as la vision d'ensemble et que tu comprends toutes les choses qui influencent l'économie, la politique monétaire, etc., et du coup le price action, à ce moment-là, prends une décision. Et à ce moment-là, dis-toi, ok, maintenant, et si je devais résumer toute la vidéo, ou plutôt quel est le but de la vidéo, le but c'est qu'à la fin, tu puisses te dire, ok, par rapport aux données, que ce soit celle-ci sur le logement ou n'importe quelle autre donnée, et tu dois faire ça du coup pour chaque rapport, entre guillemets, important, c'est qu'à la fin, tu te dises, ok, maintenant, par rapport à tout ce que je viens d'analyser, j'ai envie d'acheter du dollar, ou bien j'ai envie de vendre du dollar. C'est aussi simple que ça, savoir si tu veux acheter ou vendre. Et une fois que tu as ce que j'appelle un biais directionnel, une fois que tu connais la direction dans laquelle tu veux aller, à ce moment-là, tu vas chercher des points d'entrée et de sortie en mode, ok, je sais que d'un point de vue fondamental, par rapport aux données, par rapport aux annonces économiques, par rapport à l'actualité et par rapport à la géopolitique, j'ai envie d'acheter du dollar. Maintenant, est-ce que c'est intéressant d'acheter du dollar à ce niveau de prix-là ? D'un point de vue technique. Et c'est là où l'analyse technique va rentrer en jeu, et c'est tout un autre travail aussi, et tout plein de choses à apprendre. Mais le point de départ, c'est toujours de savoir dans quelle direction tu penses que le prix va aller, et
ou plutôt, quel est le vent en fait que tu as dans tes voiles et dans quel, oui, c'est vraiment ça. Imagine que tu as un navire en fait, et avant de prendre une direction avec ta barre, tu veux d'abord savoir du coup dans quelle direction le vent souffle pour t'aligner à cette direction-là. Et une fois que tu es dans cette direction-là, ok, je sais pas, bon, j'ai pas fait de navigation, mais bref, tu vas dans cette direction avec ton bateau, ok? Et c'est ça l'idée. Et l'analyse technique, ça va vraiment être tous les petits ajustements que tu vas faire sur le bateau pour ensuite entrer et prendre une position, mettre un stop, etc. Et trouver un point de sortie, un TP. Ok? Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est un petit peu longue, mais je pense que c'était vraiment important de faire tout ce process-là. Alors je te rassure, quand je fais mes analyses, etc., ça ne me prend pas aussi longtemps. Là, c'était plus à titre d'apprentissage, d'éducation. Donc forcément, je me suis arrêté sur plusieurs points. Mais disons juste que tout ce process qu'il y a dans ma tête, c'est les choses auxquelles je pense en 5 minutes quand j'analyse un rapport. C'est les conclusions auxquelles j'arrive. Je vois ça, je me dis, ah ok, et instinctivement, mais parce que j'étudie ça depuis longtemps, je tire des conclusions en mode, ah ok, le marché est comme ci, ah mais je me souviens que les taux étaient comme ça, mais quel impact ça pourrait avoir, ah mais je sais aussi qu'il y a un problème avec les démocrates au sein du gouvernement américain, etc. Et tout ça, j'y pense pendant que je fais mon analyse, mais en réalité, avec le temps, avec l'expérience, etc., tu pourras analyser des rapports comme ça en 5 minutes, tu n'auras pas besoin de t'attarder des heures dessus comme on vient de le faire. Mais donc voilà, j'espère que tu comprends la démarche, le raisonnement qu'il faut avoir si tu veux faire de l'analyse fondamentale, j'espère que ça t'a plu. Et puis, sur ce, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.